Bonjour, Bonjour. je vous propose qu'on commence par un peu les formalités d'usage et de pratique par rapport au webinaire. Donc tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je suis Annabelle Rondeau, je travaille au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche à Paris, et je suis également représentante au comité de programme pour le cluster 5, et je suis avec mes collègues des agences nationales et de la région, le partenariat qu'on va vous présenter aujourd'hui, Clean Energy Transition. Donc pour l'ADEME, c'est aujourd'hui Anne Varé qui est présente. Pour l'ANR, Pascal Bain, et je crois qu'il y a également Elisa Meriggio. Et pour la région Pays de la Loire, Éric Mathieu, Heidi Renaud et Charlotte Noblo. Donc les uns et les autres auront la parole à un moment donné. Vous aurez l'occasion de dire un peu plus sur vous à ce moment-là. Avant de passer directement à la présentation, pour répondre à une question du chat, mais à laquelle j'avais déjà répondu, oui, le webinaire est enregistré et il sera disponible en replay. Et oui, vous disposerez de la présentation qui sera en ligne sur la même page que l'événement, lui-même, hein, la page sur laquelle vous avez pu vous inscrire. Pour des questions de bonne pratique, normalement, vous êtes à peu près une centaine. Si vous voulez prendre la parole, c'est vrai qu'on a laissé un temps de parole assez large à la fin, hein, 30 minutes, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter non plus à nous interrompre si vous avez des questions sur le moment, sur quelque chose qui ne vous semble pas clair. N'hésitez pas soit à demander la parole en levant la main, soit à poser votre question dans le chat. Donc, comme je l'ai plus ou moins signifié, c'est un webinaire qui est co-organisé avec l'ADEME, l'ANR, la région Pays de la Loire et le point de contact national en la personne de Benjamin Winiger. Je vous propose qu'on passe à l'ordre du jour. Donc, en premier lieu, une série de rappels généraux en fait sur les partenariats d'Horizon Europe, puisque Clean Energy Transition est l'un des partenariats du cluster 5 d'Horizon Europe. Puis une présentation détaillée de ce partenariat, hein, qui s'articule autour d'initiatives de transition que l'on abrège TRI, ainsi que de Call Modules. On reviendra sur tous ces noms pour vous expliquer ce qu'ils représentent, ce qu'ils cachent. Et puis, on s'intéressera aux règles de participation de cet appel, aussi bien les règles européennes que nationales, puisque c'est un peu la particularité de ce type d'appel. Il doit répondre à deux strates, j'allais dire deux niveaux de règles. Et puis, un temps, je vous l'ai dit, assez long de questions-réponses, mais encore une fois, n'hésitez pas à nous interrompre au cours de la présentation. C'est vraiment un échange et voilà. Alors, je vous propose qu'on commence par les rappels généraux sur les partenariats d'Horizon Europe, donc avec Benjamin Winiger. Benjamin, je te passe la parole, qui est donc coordinateur du point de contact national climat-énergie. Merci Annabelle. Juste pour te signaler, je ne sais pas si tu l'as vu, j'ai pas la main sur les slides, je suis participant aujourd'hui, Ah ben donc je te voilà, laisse donc passer je les slides. passe. Donc bonjour à tous, je suis Benjamin Winiger, j'anime les 2 points contact nationaux, donc le point contact national climat-énergie et le point contact national transport. Et donc je couvre tout le cluster 5 et je travaille au MESR, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec Annabelle Rondeau. Donc simplement pour vous remettre un peu dans le contexte des partenariats au sens large, dans lequel contexte dans lequel s'inscrit le CETP. Donc quelques slides. Je pense que vous le savez, les partenariats, donc ce sont des initiatives publiques et privées qui vont réunir l'Union européenne et les États membres. Et ces deux, tant l'Union européenne que les États membres vont s'engager autour d'acteurs du privé et du public pour la mise en place enfin, d'un programme d'activité de recherche et d'innovation. Donc, ce sont bien des initiatives conjointes dont le but est en fait de rassembler une large palette d'acteurs, et ce sur un certain nombre de défis spécifiques et autour d'une vision commune. Donc, ces initiatives vont venir reprendre les grandes stratégies de l'Union européenne. On pense notamment au niveau du cluster 5 au Green Deal, évidemment, au Repower EU plus récemment, et donc aux défis mondiaux. D'autre part, point assez important, ces partenariats, ils ne sont pas seuls dans leur coin, ils vont s'inscrire dans
contexte qui est encore plus large au niveau de l'Union européenne. Ils vont venir, collaborer et travailler en synergie, donc avec des programmes qui soient, locaux, régionaux, nationaux et européens. Avec des programmes internationaux et au niveau européen, on va notamment penser en fait aux missions, qui sont une nouveauté, d'Horizon Europe, notamment, dans le contexte du cluster 5 à la mission climat et à la mission ville, et ça va vraiment être complémentaire en fait. On va pas revenir dans les détails des missions aujourd'hui, mais simplement pour l'avoir en tête. Sous H2020, on avait un très grand nombre de partenariats, un peu plus d'une centaine, si je ne me trompe pas. Et donc on était face à une démultiplication, de ces différents partenariats et surtout à une complexification du paysage, du fait de règles un peu, spécifiques à chaque type de partenariat et on avait un certain nombre de retours négatifs évidemment et donc la Commission européenne a décidé avec Horizon Europe de venir, rationaliser, ce paysage, et d'aboutir en fait à un système qui soit, plus simple et cohérent. Donc, on est passé, d'1 centaine de partenariats à, 49 partenariats sous Horizon Europe, qui sont divisés en 3 grands, groupes, les coprogrammés, les cofinancés et les institutionnalisés. Donc là, je ne vais pas revenir dans le détail, mais vous avez si vous étiez un peu familier avec, le paysage sous H2020, vous voyez comment, chaque, initiative, chaque type de partenariat a été transformé, dans quelle catégorie, disons, il appartient sous Horizon Europe, laquelle de ces 3 catégories. Pour venir un peu plus, de manière un peu plus approfondie donc dans ces 3 types de partenariats, heu, Benjamin, ton micro a été coupé. voilà. C'est bon, vous m'aurez entendu? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, 3 types de partenariats, je disais les coprogrammés, cofinancés, co-institutionnalisés. Les coprogrammés, on est, donc c'est des partenariats qui sont mis en place sur la base d'un MOU, d'un Memorandum of Understanding, avec, la Commission européenne. Ce qui est principalement, en fait, à savoir avec ces types de partenariats-là, c'est que les appels qui en sont issus, en fait, se trouvent directement dans le programme de travail du cluster 5 et ils sont signalés dans ce programme de travail, en fait. Donc, si vous avez le titre de l'appel, à la fin, du titre, vous avez entre parenthèses, le partenariat auquel il est rattaché. Donc c'est, des appels qui sont négociés dans le partenariat, mais qui apparaissent dans le programme général, donc rien de particulier à suivre. Ce qui n'est pas le cas, des, partenariats institutionnalisés, donc la colonne tout à droite, où là, en fait, c'est des partenariats qui découlent d'un règlement et d'une décision particulier, au niveau européen et c'est des partenariats qui, vont avoir leur propre programme de travail qui va être donc séparé du programme de travail du cluster 5 avec, ses propres, date d'ouverture, date de clôture et modalités. Donc c'est, à avoir en tête, et donc il faut vraiment regarder ces programmes de travail, spécifiques. Au niveau, des partenariats cofinancés, donc ceux qui nous intéressent en fait aujourd'hui, ils se fondent sur une convention de subvention, donc ce qu'on appelle, grant agreement. Notamment entre, les États membres et la Commission européenne qui vont se mettre, d'accord sur un programme commun et qui vont donc, dédier une partie de leur financement enfin qui vont, dédier de l'argent pour venir financer, ces actions avec un cofinancement de l'Union européenne et dont les appels sont lancés par les agences, de financement nationales, mais ça Annabelle va revenir dessus, je pense. Et donc ça suivante, au niveau du cluster 5, on a 11 partenariats. On a 5 partenariats coprogrammés, donc dont les appels, je répète, sont, dans le programme de travail du cluster 5. 8 for People, qui est donc sur l'environnement bâti. Un partenariat sur, le transport routier zéro émission. Un partenariat sur le transport par voie d'eau, également zéro émission, un partenariat sur les batteries et un partenariat, SICAM, donc sur la, mobilité connectée, coopérative et automatisée. Au niveau des institutionnalisés, on en a 4 sur, l'hydrogène, sur le rail et 2 sur l'aviation, donc un vraiment sur, l'aviation propre et un sur, ce qu'on appelle le ciel unique européen. Et au niveau des cofinancés, 2 grands partenariats,
le DUT, donc celui sur la transition urbaine, Driving Urban Transition, qui est plutôt couvert par le PCM Transport et par le collègue Dana Belrondo et mon collègue Pierre Paco, et le partenariat sur la transition énergétique propre, donc le partenariat dont on va parler aujourd'hui, le Clean Energy Transition. Voilà, c'était simplement pour faire un rappel très rapide. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur les partenariats, à venir me parler donc au PCN Transport et Climat Énergie, et Annabelle Rondeau aussi sera disponible pour répondre à vos questions. Voilà. Merci Benjamin. Donc rentrons dans le vif du sujet, donc une présentation à 4 voix, donc avec moi-même, Pascal, Anne et Eric. Donc j'ouvre le bal en fait pour vous donner un peu quelques grandes lignes sur ce partenariat. Alors excusez-moi d'avance, la plupart ou en fait quelques-unes des slides sont en anglais. Pourquoi? Parce qu'en fait elles ont été diffusées par la coordination du partenariat qui a voulu que les messages soient les mêmes dans chacun des pays qui participent. Mais évidemment, nous parlerons en français. Donc, le partenariat Benjamin, le CETP, Benjamin l'a dit, c'est un partenariat cofinancé pour lequel des agences nationales, des ministères, des régions apportent des contributions financières. Et la Commission européenne abonde à hauteur environ de 30% du montant public apporté par ces agences. Pour le CETP, ce sont 55 agences, ministères, régions qui se sont mis autour de la table pour discuter de ce partenariat. 55 agences ministères issues de 30 pays de l'Union, États membres, États associés. Et le budget pour 2022-2023 est aux alentours de 210 millions. Aujourd'hui est lancé le premier call de ce partenariat et il faut savoir que jusqu'en 2027, il y aura un call par an. Le but du CETP, c'est quoi? En fait, c'est de contribuer, j'allais dire, comme la majeure partie des appels en fait, du cluster 5 et d'autres clusters du pilier 2, de contribuer et de parvenir aux objectifs du Green Deal, du Repower EU et de faire en sorte que l'Europe soit un continent climatiquement neutre d'ici à 2050. Comment? Eh bien, en mettant en commun des financements nationaux pour la France, l'ANR et l'ADEME, des financements régionaux. Côté France, c'est la région Pays de la Loire qui contribue aussi, afin de financer des solutions nécessaires à la transition. Ce partenariat, en fait, il cherche aussi à favoriser les écosystèmes d'innovation transnationaux, donc depuis le local, le régional jusqu'au niveau européen. L'idée, c'est d'éviter ou en tout cas de surmonter la fragmentation au niveau du paysage européen. Et il entend aussi surtout collaborer avec des partenaires financiers au-delà de l'Europe. Vous l'avez peut-être lu, en tout cas dans le texte de l'appel qui a été publié récemment. L'idée, c'est d'élargir les bases de connaissances et d'expériences et d'introduire des solutions et des acteurs européens dans les chaînes de valeur mondiales. Donc, il y a aussi cet aspect international important avec cet appel qui fait des liens aussi d'ailleurs avec la Mission Innovation. D'où vient ce CETP? J'allais dire c'est pas vraiment nouveau, hein, c'est un condensé de la dizaine d'ERANET, terme qui vous est peut-être familier, qui existait, ERANET plutôt dans le domaine des énergies, qui existait sous Horizon 2020 et même avant, et auquel d'ailleurs quelques agences, nos agences françaises ont contribué, de même que les régions, notamment la région Pays de la Loire, et auxquelles vous avez peut-être aussi répondu. On est vraiment à peu près sur le même principe, hein. Donc, vous voyez sur la slide quelques ERANET auxquels d'ailleurs on a participé. France, hein, Acte pour le CCUS, le Solar ERANET, tout ce qui est système énergétique. Donc voilà, donc ce CETP, il s'est bâti en fait sur 15 ans d'expérience qui ont vraiment conduit à la création d'une part d'un climat de confiance, mais aussi et surtout de pratiques établies dans les domaines de la conduite d'appels conjoints, ce qui n'est pas évident quand on a 55 partenaires autour de la table, du suivi de progrès, de partage de données, d'informations et des connaissances au-delà des projets. Et puis, l'idée aussi, quand on travaille de manière aussi en étant aussi nombreux, c'est de maximiser l'impact des projets financés et de leurs relations européennes et internationales, encore une fois. Alors, passons maintenant au TRI, en fait, qui signifie Transition Initiative. Qu'est-ce que c'est? En fait, ce partenariat, il a donné lieu, comme tous les partenariats que Benjamin a évoqués, à la publication en novembre 2020
d'un agenda stratégique de recherche et d'innovation, donc d'une SRIA, d'une 60aine de pages qui est disponible sur le texte, sur le site Horizon Europe, mais aussi sur le site du CETP, que je vous invite vraiment à lire avant de vous positionner sur cet appel, qui décrit les grands objectifs de ce partenariat, ainsi que la façon dont il est envisagé de travailler autour de ces grands défis, ces grands challenges. Et ces grands défis correspondent peu ou prou à ce qu'on a appelé ensuite les TRI. En fait, les TRI, donc, elles sont au nombre de 7, vous le verrez, sont en quelque sorte des configurations thématiques autour desquelles les partenariats financiers nationaux, les partenaires financiers nationaux du CETP ont envisagé de travailler ensemble pour mieux les élaborer, mieux définir ce qu'on en attendait, quels défis technologiques on voulait surmonter, etc. Donc, il y a vraiment un lien SRIA avec ces défis et TRI où là, on travaille ensemble, en tout cas les agences ministères travaillent ensemble à mieux définir ces défis technologiques. Voilà. Est-ce que déjà c'est clair pour cette notion de TRI qui est importante à comprendre, hein. On va essayer de bien vous définir ce partenariat et la façon dont il s'articule, mais c'est tout simplement encore une fois, des configurations thématiques autour desquelles des acteurs nationaux se sont mis autour d'une table pour discuter, etc., et voir ce qu'on pouvait faire par rapport à ces thématiques et quels défis relever. Donc, il y a 7 TRI qui ont été créées, encore une fois directement inspirées de l'agenda stratégique de recherche et d'innovation. Chacune des TRI est, entre guillemets, dirigée, l'idée ou coordonnée par un des partenaires du CETP. Donc, vous avez la TRI une sur les systèmes énergétiques intégrés à émissions nettes nulles, la TRI 2 sur les technologies améliorées de production d'électricité sans émissions. Donc là, c'est une grosse TRI qui regroupe en fait tous les ERA-NET qui étaient sur le PV, le wind, les énergies marines. Vous avez la TRI 3 plutôt CCU, CCUS, stockage, le TRI 4 sur les solutions de froid et de chaud, la 5 sur les systèmes énergétiques intégrés régionaux, la 6 les systèmes énergétiques intégrés mais industriels cette fois-ci, et la 7 sur le bâtiment et l'intégration dans l'environnement bâti. Donc voilà pour les 7 TRI. Donc je passe rapidement en fait sur chacune d'entre elles. Elles seront décrites, ou en tout cas, ça sera décrit un tout petit peu plus loin après. La première, donc la TRI 1, elle est coordonnée par un acteur italien. J'en profite pour souligner que sur cette TRI, il va y avoir un webinaire le 22 septembre. Donc regardez bien aussi sur le site du CETP parce que c'est vrai qu'il y a eu un événement que vous avez peut-être suivi la semaine dernière au niveau européen, au niveau de la coordination le 13 septembre sur l'appel CETP d'une manière générale, un peu comme on le fait aujourd'hui. Mais il va y avoir maintenant, alors c'est pas pour l'ensemble des TRI, hein, c'est à la discrétion de chaque coordinateur de TRI, mais des webinaires sur chacune des TRI. Donc suivez le site web du partenariat CETP, c'est indiqué. En tout cas, pour la TRI 1, il y a un événement le 22 septembre. Donc l'objectif de la TRI 1, c'est de développer un système énergétique européen optimisé, intégré, à émissions nettes nulles, dans lequel les réseaux de distribution et de transport d'électricité vont être considérés comme la colonne vertébrale des futurs systèmes énergétiques à faible émission de carbone, avec un niveau élevé d'intégration entre tous les réseaux de transport d'énergie, par exemple en couplant les réseaux électriques avec les réseaux de gaz, de chauffage et de refroidissement, et tout ceci aussi soutenu par un processus ou des processus de stockage d'énergie et de conversion d'énergie. La deuxième théorie est également l'idée par un collègue italien. Là, on s'intéresse aux technologies de solutions de production d'électricité à émission zéro, basées sur des sources d'énergie renouvelables. Et donc là, je vous l'ai dit, c'est là où on va s'intéresser au wind, au solaire, au PV, etc. Donc, grosse théorie. La troisième théorie, elle est l'idée coordonnée par les Norvégiens. Là, ici, il s'agit de fournir des solutions technologiques plus propres pour les technologies de stockage, l'hydrogène et les carburants renouvelables, le CCU pour le captage et l'utilisation du carbone et le CCS pour le captage et le stockage du carbone. Euh, donc voilà. Sur la TRI 4, elle est cette fois-ci coordonnée par les Néerlandais. Là, l'initiative vise à fournir des technologies et des systèmes de chauffage et de refroidissement améliorés et perfectionnés pour toutes les grandes régions d'Europe d'ici à 2030, en fait, pour permettre un chauffage et un refroidissement 100% neutre
sur le plan climatique. Sur la TRI 5, qui est guidée par les Autrichiens, on est là sur les systèmes intégrés régionaux. Il s'agit de développer et de valider des systèmes énergétiques régionaux et locaux intégrés qui permettent de fournir, d'accueillir et d'utiliser efficacement des parts d'énergie renouvelables. Voilà. Et pour l'avant-dernière, TRI 6, elle est coordonnée par la Suède. Là, on vise à développer et à démontrer un ensemble de solutions techniques pour des systèmes énergétiques industriels cette fois-ci, industriels intégrés qui permettent de créer des sites de production industriels efficaces et neutres en carbone. Et cette TRI se concentre spécifiquement sur les solutions intégrées entre les industries, entre les secteurs énergétiques et entre le secteur public et privé. Sur la dernière TRI, la 7e, qui est coordonnée par les Espagnols, celle-ci vise à fournir des solutions et des technologies pour que les bâtiments existants et nouveaux deviennent vraiment un élément actif du système énergétique avec une capacité à produire, stocker, utiliser efficacement l'énergie dans le secteur résidentiel et non résidentiel. Ça comprend aussi les bâtiments publics, les bâtiments commerciaux, les bâtiments d'infrastructures de services et de mobilité. J'ai vu passer une question. Est-ce que la TRI 2 comprend la production d'électricité par géothermie? Est-ce qu'un de nos experts, Pascal ou Anne, voulait répondre ou est-ce qu'on attend de passer au call module? Oui, je ne sais pas si je peux répondre de manière définitive à cette question-là. La géothermie pour la production de chaleur, c'est principalement TRI 4, effectivement. TRI 2, je pense que la géothermie, effectivement, pour donc très haute température pour la production d'électricité, en ferait partie. On peut en faire partie, comme d'ailleurs le solaire à concentration. Voilà, donc c'est en fait, toutes les énergies renouvelables qui permettent de produire de l'électricité, qui sont dans le TRI 2. Eric opine du chef. Anne aussi, je vois que nous avons Tout à notre fait. réponse. Merci. Alors, le call. Le premier call du CETP, il s'est ouvert le 14 septembre. Donc, il y a eu un événement, je l'ai dit, organisé par les coordinateurs autrichiens le 13. Le texte de l'appel est publié. Il y a également un autre événement prévu sur cet appel en octobre, plus les événements que j'ai évoqués par TRI. Donc, faites vraiment de la veille sur cet appel. C'est un appel en 2 étapes. La première étape se clôture le 23 novembre, donc dans 2 mois. La communication sur les propositions présélectionnées aura lieu en janvier 2023. Les résultats des projets présélectionnés sera faits en juin 2023 et je recommence. Première deadline, 23 novembre 2022. Ensuite, vous avez les résultats des propositions présélectionnées en janvier. Puis, deuxième deadline pour déposer votre proposition complète en mars, le 20 mars 2023. Résultats finaux attendus pour juin 2023 et le début des projets est attendu pour le 15 décembre 2023. Voilà, excusez-moi pour ce cafouillage. Alors, comment ce call, en fait, il s'organise, vous l'avez vu dans le texte de l'appel, peut-être il y a un texte principal et ensuite vous verrez apparaître les call modules. On va rentrer dedans dans 1 minute, en fait, mais c'est vrai que pour chacune des théories que j'ai évoquées, pour les 7 théories, les théories que j'ai évoquées, il s'est avéré, pour travailler concrètement et pour lancer l'appel, utile parfois de découper en 2 call modules, donc 2 sous-TRI, on va dire, pour à la fois balayer tout le champ des technologies qui étaient inclus dans les TRI, mais aussi pour balayer l'ensemble de la chaîne TRL. Donc c'est pour ça que dans le texte de l'appel, vous trouverez plutôt des propos généralistes en introduction qui vous expliquent ce que c'est le CETP, ses intentions, et puis ensuite une liste de call modules qui apparaissent là à l'écran. Alors, c'est peut-être pas forcément le plus visible. C'est la slide suivante où on voit précisément. Donc, vous avez les 7 TRI, 7 colonnes. Et puis ensuite, vous avez un chiffre qui 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2 et qui représente le nombre de call modules. Donc, ce sont ces call modules sur lesquels vous devez vous positionner quand vous répondrez à l'appel. Et seulement ces call modules. Voilà, mes call modules issus des TRI. Donc, on était un peu obligé de tirer le fil comme ça en passant de la SRIA au TRI jusqu'au call modules pour vous expliquer comment ça s'est constitué. Mais c'est vrai que quand les
partenaires ont discuté du projet, de la façon dont il pouvait être concrètement mis en œuvre dans le cadre d'un appel, etc., il a fallu parfois un petit peu découper plus finement, puisque pour certaines TRI, les champs étaient quand même très larges. Donc voilà, donc il y a 4 TRI qui ont 2 cold modules et les autres qui n'en ont qu'un. Donc sur cette slide qui est très importante. Pourquoi elle est très importante? Parce qu'en fait, elle vous montre en rouge, alors c'est petit, mais vous aurez les slides, en rouge, pour cette première partie, hein, il y a une deuxième partie, là c'est ANR et ADEME qui apparaissent en rouge uniquement. Elle vous montre les cool modules sur lesquels ces 2 agences se sont positionnées. Et donc, si vous voulez recevoir des subventions françaises émanant de ces 2 agences, il faut évidemment vous positionner sur les cool modules sur lesquels ces agences se sont positionnées. Sinon, vous ne recevrez pas, si votre projet est sélectionné, de financement français. Donc ça, c'est très important de voir et de considérer là où nos agences françaises se sont positionnées. Comment s'est fait ce choix? Il s'est fait, j'allais dire, à partir de l'expérience qu'elles ont pu tirer aussi des précédents ERANET. Je l'ai dit, il y a une dizaine, voire une quinzaine d'années d'expérience d'ERANET. Et puis aussi en consultant les parties prenantes nationales, notamment à travers l'Alliance Ancre. Donc, c'est très important. Donc, par exemple, sur la TRI 1, on voit que sur l'un des 2 code modules, les 2 agences sont présentes. A contrario, seule l'ANR est présente, par exemple, sur l'un des code modules du TRI 7. Et puis, pour les acteurs ligériens, et là, rien que pour les acteurs ligériens, puisque seule la région Pays de la Loire s'est positionnée sur l'un des 2 call modules de la TRI 2, donc la TRI sur tout ce qui est énergie renouvelable, et plus spécifiquement sur les énergies renouvelables, on va dire OTRL, en tout cas démonstration et au-delà. Seule la région Pays de la Loire s'est positionnée, donc ça veut dire que les acteurs ligériens intéressés et potentiellement finançables par la région ne pourront et ne devront répondre qu'à ce call modules. Est-ce que c'est clair par rapport à ça? Je vois une question passer dans le chat sur la nationalité du coordinateur de chaque TRI. Ça n'a pas d'influence par rapport, vous, à votre réponse au call modules. Hein, ça n'a rien à voir. Les experts évaluateurs sont indépendants. C'est un autre circuit. On y reviendra, mais ça n'a rien à voir. Évidemment, ils ont celui qui coordonne, c'est celui qui a la plume. Et donc, voilà, l'écriture du call modules a pu peut-être être est forcément empreinte, j'allais dire, de la personne qui lead le TRI, mais voilà. Voilà, donc Pascal précise que l'ANR s'est positionnée sur tous les modules ouverts à des recherches à TRL assez bas, puisque c'est le propre de cette agence de s'intéresser à la recherche, notamment avec des TRL entre 3 et 5. Et on aura l'occasion de décrire cela précisément. Est-ce que déjà c'est assez clair dans votre tête la façon dont ce CETP s'organise, cofinancer la notion, est-ce qu'elle est comprise, etc. Alors, je vois une autre question. A-t-on le droit de déposer un dossier pour projet français sur TRI hors subvention ou est juste que l'on... si c'est pas... Voilà, je vais laisser peut-être Pascal répondre ou Anne sur la question qui apparaît dans le chat. Est-ce qu'on a le droit de déposer un dossier pour projet français sur une TRI hors subvention? Oui, pourquoi Oui. pas dans ce cas-là, mais ça sera sur fonds propres. Zéro. C'est-à-dire que les agences ne vont pas financer et il n'y aura pas de financement prévu dans le cadre du partenariat pour soutenir les équipes françaises qui se seront positionnées sur des TRI ou plutôt des modules de l'appel où les agences ont dit qu'elles ne participeraient pas. Je ne sais pas. Alors, juste petit rétropédalage, mais je pense que les agences vont le dire. L'ANR s'est positionnée pour cet appel 2022 à hauteur de 3 millions sur tous les codes modules marqués d'une croix rouge. L'ADEME 1,5 million et la région Pays de la Loire 1 million. Pierre Joly demande si aura-t-on les 30% européens? Je peux répondre aussi parce qu'en fait, il n'y a pas de 30% européens vers les partenaires. C'est les agences qui reçoivent les 30% européens. Voilà, donc c'est de l'argent qui, en fait, abonde le budget des agences et pas directement les partenaires. Peut-être du coup aussi préciser qu'une partie vient abonder le financement des projets. Se répercute, oui. Oui, mais pas directement. Oui, c'est juste à de travers le comprendre que budget ce n'est des pas les agences. agences qui récupèrent le top-up comme ça Non, et non, bien que sûr. ça vient bien abonder les projets. Oui.
Mais en tout cas, quand il y a un taux, excusez-moi Camille, Chalvin Air Liquide R&D, est-ce que quand une agence affiche un certain taux de financement, c'est bien à ça qu'on doit se fier? Il n'y a pas une part complémentaire qui est financée par la commission, c'est juste Exactement. les agences. Très Il n'y a clair, pas de merci. financement direct par l'Europe. Merci. Merci. Il y a Madame Nabila Chaumex qui demande la parole. Oui, en fait, je pense que ça allait dans le sens de la question de Madame Chalvin, mais ça permet de bien clarifier. Ma compréhension, c'est que les 3 millions de l'ANR et les 1,5 million de l'ADEME comprendraient quelle que soit la part des 30% de l'Europe. C'est bien ça? Alors, les 30% vont venir en plus. Bon, en fait, ce ne sera pas tout à fait 30%, parce qu'il y a quand même des coûts. Dans les 30% que met Mmh. l'Europe en cofinancement, il y a aussi les coûts de fonctionnement du Oui, partenariat, oui, bon, oui. qu'il Mmh. faudra relever. Mais il y a une grosse partie, effectivement, de ces 30% qui vont se rajouter au budget des agences. Donc, D'accord, ça va venir abonder le budget des agences, mais en plus des 3 millions que met l'ANR et en plus de 1,5 millions que met l'ADEME. d'accord. Et puis c'est la question est peut-être prématurée, mais je vais vous la poser quand même. Donc, c'est dans ces calls et dans ces projets, le but, c'est aussi d'avoir des collaborations, transnationales. Donc et Oui, chacun demande de l'argent à son agence. oui, on va venir sur les règles Voilà, de participation, oui, voilà, dans OK. 10-15 minutes. Je me suis dit que j'avais un peu Oui, d'avance, oui. mais bon. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Merci. Monsieur Thomas Etest, je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre nom. Si, c'est bien ça. Bonjour à tous. J'avais une question, mais le sujet sera peut-être abordé aussi après. Le taux de financement du coup des partenaires est de combien? C'est les mêmes que pour Horizon Europe ou bien c'est adapté? C'est selon les agences. D'accord, ok, On va très y bien, venir. parfait. On va avancer. Je vois que vous Ok. devancez les propos. Je propose donc on a évoqué les TRI, les différents calls modules par TRI. Ben, on va rentrer dans le vif du sujet et n'évoquer avec donc l'ANR, l'ADEME et la région Pays de la Loire que les calls modules sur lesquels on se positionne côté France. Alors, on commence avec le TRI 1 et je crois que je passe la parole à l'ADEME en fait. Et Oui. d'ailleurs, sur ce call module, seul l'ADEME s'est positionné. Je ne me Alors, sur trompe pas. celui qui est affiché là, donc À l'écran, oui. à l'écran. Donc, le TRI1, donc pour rappel, hein, c'est l'objectif global, c'est de développer un système énergétique européen intégré, optimisé et neutre en carbone. Et donc, effectivement, là, il y a deux co-modules. Donc, celui que vous avez à l'écran, qui vise en fait à financer des démonstrateurs pour des solutions liées à la flexibilité. Donc, concrètement, vous avez à l'écran ce qui est affiché, mais c'est vraiment l'enjeu, c'est de pouvoir gérer un système énergétique fondé sur les réseaux électriques avec des parts plus importantes d'énergie renouvelable, de pouvoir travailler sur les questions de transport et de distribution à différentes échelles. La cible est 2030. Et donc là, les attentes, c'est vraiment de travailler sur la flexibilité des réseaux, la production, le stockage et le couplage. Donc en fait, on est vraiment sur de la démonstration. Donc il va falloir pouvoir proposer des solutions et tester des solutions pour le contrôle du réseau, les questions de prévision, les questions d'équilibrage également. J'en ai parlé du stockage, alors sous différentes formes, il peut être distribué. On n'est pas que sur l'électricité, hein, c'est le socle et le réseau électrique, mais du coup, il y a comment tous les autres vecteurs abondent à cette flexibilité du réseau électrique. Et puis, du coup, également aussi, on pourra refaire le lien avec un autre TRI par la suite, la question de la prise en compte en fait, des processus industriels dans ce potentiel de flexibilité, voire des véhicules électriques. Et enfin, comme on est sur une visée de flexibilité ciblant tous les vecteurs d'énergie, il y a des démonstrations possibles sur justement le Power to X ou le X to Power pour assurer et contribuer à la flexibilité. Du coup, sur ce call module, donc côté français, et donc équipe française qui déposerait avec d'autres partenaires européens, vous pourrez être financé par l'ADEME et par l'ANR. Donc l'ADEME va sans doute financer des projets plutôt de TRL 5-7. Et l'ANR, ce seront des TRL plus bas dans la mesure où ils vont contribuer et permettre d'atteindre des TRL plus élevés. J'espère que je ne dis pas de bêtises, Pascal, dans l'expression que je prends pour l'ANR. Donc ça, c'est un des call modules liés au TR1. Il y en a un deuxième qui est plus la recherche plus
plus amont sur tout ce qui est outils et méthodes, et notamment tout ce qui est trait à essayer d'avoir de la modélisation intégrée du système énergétique. Donc là, on est vraiment sur une notion de développement de modules sous forme boîte à outils qui permettent d'aller vers une modélisation plus développée, à la fois de planification du système énergétique dans la visée de neutralité carbone, mais aussi de pilotage. Donc là, il y a des recherches qui sont attendues sur la question des incertitudes et des conditions extrêmes. On est à différentes échelles, alors notamment nationales et européennes. Donc l'idée, c'est de travailler aussi sur l'interdépendance des systèmes énergétiques, avec aussi des enjeux très forts en lien avec la modélisation sur les aspects données, analyse de données et gestion d'un très grand nombre de données. Et enfin, vu qu'on est à un horizon 2030, que ça permette d'avoir des modèles plus de prospection, de prospective sur différents scénarios. Donc là, c'est l'ADEME qui est positionné en termes de financement. Donc du coup, par rapport à notre positionnement, on est plutôt sur des TRL 4, 5 et plus. Mais maintenant, voilà, s'il y avait des choses un peu plus de TRL un peu plus bas qui venaient contribuer à aller monter jusqu'à des TRL 5, 6, on sera pas fermé. Et après, on attire votre attention enfin, du coup, comme on est sur des aspects modèles et données, et dans le cadre de la dynamique des plans nationaux de sciences ouvertes et en lien avec le plan européen, qu'il est attendu que les résultats soient en open source. Sauf s'il y avait des bonnes raisons de ne pas le faire parce qu'il y aurait des aspects économiques derrière, mais globalement, c'est vraiment une attente forte sur ce module-là. Merci Anne pour ce terrien. Je propose qu'on prenne une question au voile qui concerne le terrien. Est-ce un problème si on se limite à la flexibilité des réseaux électriques seuls, demande Monsieur Loïc Lemao. Est-ce que c'est clair pour vous la question ou est-ce Oui, qu'on... oui, oui, Oui. c'est enfin vraiment là-dessus, on a insisté dans les échanges qu'on a eus, on voudrait vraiment qu'on puisse aller au-delà du réseau électrique. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait un petit travail pour aller au-delà d'une simple optimisation d'un système électrique. Bien, j'espère que Monsieur Lemao, la réponse vous convient. Je vous propose qu'on avance vers la TRI 2. Cette fois-ci, je passe la parole à la région Pays de la Loire à Eric. Seule la Bonjour. région s'est positionnée sur ce call module de ce TRI 2. Le call module, voilà. On est là sur le call module 2.1. Le deuxième call module sera effectivement expliqué par l'ANR. Donc sur ce call module, on est sur des projets de développement de technologies et de solutions zéro carbone de production électrique à partir d'énergies renouvelables. La région a choisi de se positionner sur ce call module du fait d'une attente par rapport à un niveau de maturité technologique qui se situe à 6 et au-delà. On en reparlera un petit peu. Il y a des objectifs très spécifiques de ces technologies énergétiques zéro émission. C'est déjà un rendement de conversion accru. Il y aura des exigences dans les projets développés, notamment au niveau de la réduction des coûts LCOE. On aura aussi à démontrer la fiabilité des solutions par un passage à l'échelle industrielle, par une résistance des solutions proposées aux conditions environnementales et climatiques. Donc, on est vraiment sur du concret déployable sur les terrains d'application de ces projets. Il y a des attentes aussi au niveau environnemental. L'impact sur l'environnement, l'usage limité éventuellement des surfaces au sol, des surfaces maritimes, ou bien démontrer aussi le couplage avec d'autres sources d'énergie renouvelable. Des attentes aussi en termes d'usage de matières premières critiques qui doivent être plutôt réduites pendant le cycle de vie ou bien accroître la durée de vie de ces matières premières. Sur l'ensemble des productions d'énergie renouvelable électrique, on a une grande diversité possible de solutions qui couvrent à la fois l'éolien à terre, l'éolien en mer, qu'il soit posé ou flottant, les autres énergies marines comme la houle, le courant, les gradients de température, les gradients de salinité, voire le PV flottant. Sur le domaine de l'énergie solaire aussi, très large domaine, puisque ça couvre le photovoltaïque de toute nature, dont le photovoltaïque organique, les systèmes thermiques électriques, Solar Thermal Electricity, le STE, ou bien le solaire concentré thermique dont on a parlé tout à l'heure, les fours solaires.
le PV flottant aussi en eau intérieure. On est en attente de TRL 6 ou supérieur à l'issue de l'exécution du projet, des consortiums qui doivent inclure au moins un partenaire industriel de notre région des Pays de la Loire. On parlera un peu plus tard des modalités d'intervention financière sur les projets. Et puis, bien sûr, des aspects transversaux qui permettent l'hybridation de différentes sources d'énergie renouvelable, des solutions possibles de stockage. La partie environnementale, je l'ai déjà évoquée, et un aspect à ne pas négliger, c'est aussi l'acceptation sociale des technologies mises en œuvre et bien sûr la circularité dans la conception. Merci Eric. Je propose qu'on avance sur ce TRI2 avant de prendre une question qui est apparue dans le chat avec Pascal Bain de l'ANR sur le deuxième call module donc, du TRI2. Alors, tout à fait, donc c'est le module qui est complémentaire de celui qui vient d'être présenté, puisque c'est un module qui est sur une échelle de TRL un petit peu plus basse que le précédent. L'objectif, donc plusieurs objectifs dans ce module, c'est tout d'abord d'augmenter la conversion d'énergie en puissance et la performance et la durée des technologies par l'utilisation de nouveaux matériaux, de développer des composants innovants pour assurer un meilleur rendement, et également de développer des approches et des caractéristiques de modélisation capables d'augmenter l'efficacité énergétique des systèmes. On est sur des niveaux de TRL qui doivent viser au moins 4 en fin de projet. Donc, on n'est pas sur de la recherche fondamentale, très clairement. On est sur des projets de recherche finalisés qui sont à des niveaux de TRL aujourd'hui, on va dire peut-être 2, mais plutôt 3, et donc qui doivent viser 4, voire 5, pour avoir un impact autour de 2030, puisque c'est ça globalement l'objectif de CETP sur ce premier appel, c'est que ce qui va être financé dans le cadre du premier appel devrait pouvoir avoir un impact, pas uniquement d'ordre scientifique, mais également en termes industriels et en termes sur les systèmes énergétiques, à l'horizon 2030 ou autour de ces années 2030. Voilà, donc il faut se placer dans cet état d'esprit-là lorsque vous répondez à cet appel à projet, de vous positionner par rapport à cette échéance de 2030. Donc ça va permettre ici de financer des recherches plus amont et en rupture que dans l'autre module du TRI où on est plutôt sur des démonstrateurs, donc des choses qui sont déjà testées en laboratoire, avec un périmètre thématique que vous voyez ici, donc qui inclut le CSP, le photovoltaïque, les énergies marines, y compris des énergies marines en émergence, peut-être moins regardées aujourd'hui, comme l'utilisation des gradients de salinité, par exemple. L'éolien et toutes les énergies renouvelables en mer également. Je vois aussi, je viens de vérifier malheureusement que la géothermie haute température pour la production d'électricité, elle n'est pas mentionnée. Donc je pense qu'effectivement, elle était en dehors du scope de ce TRI. Merci Pascal. Alors, avant de passer à la TRI3, deux questions pour l'ADEME qui apparaissent dans le chat de la part de M. Frédéric Merlier. L'ADEME publiera-t-elle sur son site internet une déclinaison du cahier des charges CETP pour le préciser selon son formalisme habituel et ses conditions d'attribution des aides? Première question pour Anne. Est-ce qu'il y aura une publication? On va y revenir tout à l'heure. Non, mais on a un lien en fait vers les conditions et les règles des agences. Donc, mais on va y revenir. D'accord. Et pourquoi pourquoi l'ADEME ne s'est-elle pas positionnée sur les TRI 4 principales TRI sur la géothermie alors qu'elle s'était positionnée sur l'appel Géothermica? Mais ça, c'est une décision qu'on a prise en lien avec le fait qu'on a un certain nombre d'actions en cours et d'autres types de financement. Donc, pour rebondir là-dessus, et ce qui a été évoqué, c'est à la fois en consultant les laboratoires, mais aussi de par le fait qu'on a un nombre de possibilités de financement assez diversifiées. Très bien. Merci Anne. On progresse et je laisse la main plutôt à Pascal pour le TRI 3. Alors oui, donc là je vais prendre la parole pour les deux prochains modules en fait qui composent ce TRI, puisqu'en fait il y a encore eu là une séparation en fait en deux modules de ce TRI. Alors non plus cette fois-ci sur la base des niveaux de TRL, mais plutôt sur les questions de thématique.
Donc, le premier module est consacré à la partie donc, dédiée au captage, stockage du CO2, y compris la valorisation, hein, je reviendrai dessus. Donc, les objectifs et le positionnement, c'est d'accélérer la mise sur le marché des technologies de CCS et de CCUS, avec, comme je le souligne, hein, c'est quand même la philosophie qui est derrière ce premier appel de CETP, d'avoir un impact significatif dès 2030 sur le développement de ces technologies et donc sur la réduction des émissions de CO2 dans les secteurs industriels, y compris celui de la production d'énergie. C'est pourquoi il est demandé une participation active au projet d'acteurs industriels pour ce module, mais également pour le suivant que je vais présenter. Des projets qui vont viser le développement de technologies, qui peuvent bien entendu également, et c'est même d'ailleurs un souhait, inclure des aspects environnementaux, économiques et de sécurité, le cas échéant. Et puis, ces projets doivent viser un TRL d'au moins 5 en fin de projet. Donc, le périmètre thématique concerne le captage du CO2 dans les secteurs industriels lourds ou à forte intensité énergétique, dans le secteur de l'électricité, dans le transport maritime ou la production d'hydrogène. Je signale quand même que pour l'ANR en tout cas, mais je crois, en tout cas pour l'ANR, on a demandé, je reviendrai dessus tout à l'heure, de ne pas se positionner sur la production d'hydrogène à partir de ressources fossiles. Donc ce thème précisément est exclu. La France souhaite que l'hydrogène ne soit pas produit à partir de ressources fossiles, même s'il y a captage du CO2 en amont de production d'hydrogène. Ça concerne également le transport et l'injection de CO2, les sites de stockage du CO2, donc le stockage notamment géologique à grande échelle, et les technologies de captage et utilisation du CO2 qui sont pertinentes pour l'industrie, sachant que ici, en fait, on vise uniquement des applications qui vont avoir un impact significatif en termes de réduction des émissions de CO2. Donc, si c'est pour fabriquer des produits de niche, on va dire, qui ont peu d'impact sur le niveau d'émission globale de CO2, ces projets-là ne sont pas bienvenus dans ce module. Ils sont plutôt à traiter dans un autre module. Voilà. Et puis, toutes les technologies à émissions négatives, hein, donc, notamment celles qui vont permettre de retirer davantage de CO2 que ce qu'on a produit, notamment si on fait du captage de CO2 sur des produits issus de la biomasse, par exemple, des bioénergies. Voilà. Donc, deuxième module de l'appel, c'est un module qui, lui, est centré sur les fuels. Donc, la production de fuel, que ce soit le fuel sous forme d'hydrogène, donc on est sur des vecteurs énergétiques ici. Donc, toute la partie concernant l'hydrogène qui va de la production d'hydrogène jusqu'à son utilisation finale, en passant par son stockage et son transport. Et puis, les autres types de fuel, ceux qui sont obtenus à partir de la biomasse, hein, principalement pour ce qu'on appelle les biocarburants, essentiellement, mais également les fuels obtenus directement à partir d'électrolyse, les e-fuels, sont concernés ici dans ce module-là. Donc là encore, on est sur des projets qui doivent viser un TRL d'au moins 5 en fin de projet et on demande une participation active d'acteurs industriels pour avoir un impact dès 2030. Voilà, donc ça concerne, et comme je le disais, pour l'ANR, donc on va bien soutenir la production d'hydrogène, mais en excluant celle obtenue à partir de ressources fossiles. On a une question, Pascal, directement là-dessus. Enfin, quid des projets sur la production de biohydrogène par des micro-organismes qui sont assez en amont? Oui, alors là, ça risque effectivement d'être trop amont. Je ne veux pas vous laisser de trop grands espoirs. Il y a quand même le fait que l'évaluation va être guidée par les principes applicatifs, notamment le fait qu'il y aura des perspectives industrielles à moyen terme qui sont visibles dans le projet. C'est pour cela d'ailleurs qu'on demande qu'il y ait une participation active d'industriels au projet. Je ne suis pas certain effectivement que sur un sujet comme le biohydrogène produit à partir de micro-organismes, on arrive d'une part à suffisamment intéresser
des industriels pour s'impliquer fortement dans le projet, d'autre part, à avoir quelque chose qui soit crédible sur le plan de niveau de TRL atteint en fin de projet, donc au moins 5, avec une perspective d'utilisation un peu mise sur le marché pour 2030. Ça, c'est à vous de juger, mais j'en suis pas totalement convaincu, malheureusement. Merci. Alors, je vous propose qu'on continue ensemble, Pascal, hein, sur la TRI 4 où seule l'ANR s'est positionnée. Oui, alors le TRI 4, hein, c'est tout ce qui concerne la production, tout ce qui concerne la chaleur et le froid. Donc ça va de la production jusqu'aux usages. Donc en passant par tout ce qui va être le captage, bien sûr, de ces ressources, mais également leur stockage et leur transport. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc ça couvre toute la chaîne, depuis les ressources jusqu'aux utilisations finales, avec pour objectif d'amener la technologie considérée dans le projet à un niveau de TRL qui va être d'au moins 4 en fin de projet, donc plutôt entre 4 et 9 hein, globalement, et on attend notamment des progrès significatifs à des TRL compris entre 4 et 6 pour de nouveau, et j'insiste beaucoup là-dessus, avoir une contribution à l'horizon 2030 aux systèmes qui seront proposés sur le marché en termes de chaleur et de froid. Et c'est pour ça, là encore, que l'implication de partenaires industriels est très fortement recommandée, avec un rôle actif et en tout cas des perspectives d'exploitation des résultats qui soient clairement indiqués dans les projets que vous allez proposer sur ces sujets-là. Alors, on passe maintenant directement au TRI 6, hein, le 5, pas de positionnement de nos agences françaises dessus, donc TRI 6 avec l'ADEME. Anne, je te laisse la parole. Oui. Donc, pour rappel, le TRI6, c'est dédié à l'industrie et donc vise à contribuer à rendre l'industrie européenne neutre en carbone et également un composant à part entière du système énergétique. Les industries visées, principalement, sont la sidérurgie, le ciment, les industries papetières, chimiques et alimentaires. Ici, dans ce call-là, il y a 4 en fait, challenges. Un challenge qui vise à réduire les émissions du système industriel, donc c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au procédé de l'industrie et les autres émissions liées à la combustion et les émissions diffuses liées au procédé. Il y a un deuxième challenge sur la suppression des émissions de carbone, du cycle du carbone dans le système énergétique industriel. Donc c'est tout ce qui est suppression des émissions de gaz d'origine biologique, notamment. Un troisième challenge sur les systèmes énergétiques industriels intégrés, économes en énergie et en ressources. Donc là, ça cible des innovations pour avoir un système industriel plus performant et qui s'intègre au système énergétique. Et enfin, il y a un quatrième challenge sur le captage du carbone pour le stockage de l'énergie. Donc là, ça rejoint ce qu'on vient de discuter avec le TRI3. C'est un module commun avec le TRI3 et c'est là qu'on va retrouver du coup le CCU pour produire des produits à partir des émissions de CO2. Et donc sur ce TRI, donc l'ADEME est positionnée notamment essentiellement sur ce challenge-là pour faire le lien et la cohérence avec ce qu'on a pu voir sur le TRI3. Et les TRL visés sont des TRL 3 à 7. Merci Anne. Dernier point sur l'un des deux call modules du TRI 7. On ne se positionne que sur l'un des deux côté France. Oui, effectivement, là encore, on est sur un TRI qui a choisi de découper en fait son domaine en 2 modules qui sont positionnés en fonction de l'échelle des TRL principalement. Donc là, la ANR s'est positionnée sur le module correspondant aux TRL les plus bas, donc principalement des TRL entre 3 et 6, sachant que dans un même projet, on peut avoir différentes technologies qui peuvent viser des TRL un peu différents. Donc l'objectif, c'est de fournir des solutions et des technologies innovantes pour les bâtiments existants et nouveaux, deviennent un élément actif du système énergétique, avec une capacité accrue de produire, de stocker et d'utiliser efficacement l'énergie dans le secteur résidentiel et non résidentiel, comprenant toutes sortes de bâtiments publics, commerciaux, le bâtiment d'infrastructure, de services, de mobilité, etc. On vise ici principalement des approches systémiques et intégratives. On n'est pas sur une technologie spécifique, comme par exemple on a vu dans le TRI2, le photovoltaïque ou d'autres technologies de ce type-là.
On est vraiment plutôt sur des approches plus systémiques et intégratives, avec la prise en compte des besoins spécifiques des utilisateurs du bâtiment, donc l'adaptation aux besoins propres du bâtiment et de ses utilisateurs. Donc le périmètre thématique, c'est l'intégration des technologies de conversion et des énergies renouvelables, donc photovoltaïque, solaire thermique, géothermie, etc., pour l'électricité, la chaleur et le froid dans les bâtiments, la connexion des bâtiments au réseau, l'intégration du stockage de l'énergie, des combustibles à zéro émission de CO2 et des différents éléments du bâtiment comme système de stockage de l'énergie. Et puis, on vise aussi le développement d'outils et de méthodes numériques pour la planification, la phase de construction, la mise en service et l'exploitation, mais aussi le déclassement et l'élimination avec des méthodes d'évaluation des performances des bâtiments en fonctionnement également. Merci Pascal, Anne et Eric. Avant qu'on ne passe à la partie règles de participation, règles spécifiques des agences et de la région Pays de la Loire, est-ce que vous avez des questions sur ces call modules, ce qu'ils intègrent, ce qu'ils n'intègrent pas? Camille Chalvin. Camille, on vous écoute. De mon côté, j'ai une question, merci, à propos du TRI 6. La personne de l'ADEME mentionnait que les projets attendus étaient principalement des projets de CCU. Est-ce que néanmoins des projets adressant les autres points du périmètre pourraient être également financés? On n'a pas fait ce choix, donc c'est vraiment sur le CCU qu'on est centré. Ok, compris, merci. N'hésitez pas pour vos questions. C'est vraiment le moment d'en profiter. Dans le chat, Clarisse Fischer indique que le bois n'a pas été cité dans les ENR, notamment TRI 4, 6 et 7. Quid du bois? Alors, c'est vrai que sur le TRI 4, on était très centré au départ, puisqu'en fait, comme l'a mentionné Annabelle, les TRI se sont construits en partie sur l'historique des ERANET. Donc, il y avait un ERANET qui s'appelait Géothermica, sur lequel s'était forcément appuyé ce TRI 4, donc sur la chaleur et le froid, pour se construire. Donc, il a été élargi effectivement à d'autres sources pour produire de la chaleur et du froid, notamment le solaire évidemment. Par contre, c'est vrai que le bois n'a pas été forcément beaucoup évoqué. Peut-être, alors je ne sais pas pour quelle raison, bon, du côté de l'ANR, c'est difficile de répondre parce que c'est pas forcément là où on voit le plus d'innovation, on va dire. Donc, on essaie quand même de mettre beaucoup en évidence les aspects innovants. Donc, on n'a pas forcément vu des aspects très innovants sur l'utilisation de bois, mais ça pourrait quand même peut-être en faire partie. Je ne sais pas par rapport au TRI 6 si ça a été discuté pour l'utilisation dans l'industrie. Je ne sais pas. Alors moi, je pense que là, j'ai pas les éléments. Je ne pense pas, mais on peut se renseigner. Mais je ne pense pas que ça a été discuté. Merci Anne. Autre question dans le chat, pourrait-il y avoir un composant axé sur l'éducation outreach sur un ou plusieurs TRI? Alors nous, Office for Climate Education, faisons des supports pédagogiques, formation d'enseignants dans le cadre de 2 projets d'Horizon 2020 et cherchons d'autres projets auxquels on peut contribuer. Est-ce qu'il y a des aspects éducation, formation sur lesquels on est attendu quand on répond au projet du CETP, quand on répond au call module du CETP? Alors, les projets du CETP attendus, c'est principalement quand même des projets de recherche, d'une part, et de recherche technologique principalement et d'innovation. D'ailleurs, même si on a mentionné des questions d'ordre transversal sur des aspects économiques, des aspects impacts environnementaux, il faut savoir que toutes les agences ne sont pas capables de financer ce type d'activité et sont très centrés sur l'innovation technologique et le développement technologique. La formation, c'est un sujet qui est vraiment très marginal. Alors, qui peut avoir un intérêt dans certains projets, effectivement, mais ça doit rester une activité extrêmement marginale dans les projets. Merci Pascal. Autre question de Philippe Delpech. Est-ce que le TRI 7 inclut les technos de valorisation des énergies fatales? Oui, tout à fait. Alors, le TRI 7, il est pas spécifique aux technologies. Il inclut tout ce qu'on peut imaginer qui peut être utilisable dans les bâtiments. Voilà, donc ça peut être les énergies fatales, tout à fait.
Question pour TRI6. Est-ce que les RDF, Refuse Derived Fuel, peuvent être considérés par le TRI6? Par le TRI6? Oui. Ça me semblerait plus fuel, c'est plutôt 4 ou... Mais du coup, dans quel sens? Alors, c'est quoi l'idée? Peut-être Pascal, tu la comprends, mais... Monsieur, est-ce que vous voulez préciser peut-être votre question qui avait écrit dans le chat? Oui, bonjour, Sébastien Jus, de Bonjour. Solvay. En fait, la question était, les refuse defined fuels ne sont pas considérés comme des produits renouvelables, et donc c'est pas considéré comme de la biomasse, par exemple. Et donc, c'était voir dans quelle mesure ils peuvent être considérés comme des sources énergétiques pour réduire l'empreinte carbone des systèmes énergétiques de sites industriels. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé au TRI6. D'accord. Enfin, de ce point de vue-là, je pense que ça peut l'être, mais attention à nouveau, hein, sur le TRI6, on est essentiellement ciblé sur du financement lié aux questions de captage du carbone. Donc, Oui, ok, c'est noté, merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on fait un pas de plus dans cette présentation? Plus de questions ni dans le chat ni de main levée, donc je propose qu'on continue, hein, mais n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Nous allons passer maintenant aux conditions de participation. D'abord, les conditions de participation européennes, en fait, hein. Il y a un certain nombre d'exigences qui sont peu ou prou les mêmes que celles pour les projets Horizon Europe, mais quand même, il y a quelques différences. Donc, tout d'abord, il y a des exigences relatives au consortia en termes de nombre de pays, enfin, de nombre de partenaires impliqués, minimum 3 entités juridiques différentes, indépendantes, d'au moins 3 pays différents, dont au moins 2 de ces pays doivent être membres de l'UE ou aux pays associés à Horizon Europe. Les consortiums de projets doivent évidemment répondre aux exigences spécifiques du call module. Les propositions de projets doivent être rédigées en anglais, déposées sur la plateforme du partenariat CETP. Hein, cette plateforme, elle est ouverte. Avant la première date limite, le 23 novembre, pour les pré-propositions. Les formulaires doivent être respectés, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de signes à respecter par paragraphe ou par partie. Voilà, il faut vraiment veiller à ça. Évidemment, les candidats qui prétendent à un co-module ou qui répondent à un appel doivent évidemment veiller à répondre à ces exigences, mais aussi aux exigences nationales, régionales de leurs partenaires financiers. Et tout ça est précisé dans l'annexe B, qui est aussi en ligne sur le site du CETP. Donc, on va voir un peu ces exigences nationales précisées dans un instant par donc l'ANR, l'ADEME et la région Pays de la Loire. Mais voilà, c'est ces conditions à double niveau, si je puis dire. Lorsque vous déposez un projet, donc il y a un certain formalisme, je l'ai dit, à respecter. Il y a une lettre d'intention qui est demandée pour chaque partenaire, grosso modo dans une lettre d'engagement en fait, dans laquelle vous indiquez vouloir participer à tel projet, vous nommez le projet en tant que partenaire ou coordinateur. Vous indiquez également les tâches, les rôles qui vous incomberont grosso modo dans cette lettre. Et puis, les projets, ça aussi c'est une condition importante, doivent commencer. Les projets doivent commencer, les projets sélectionnés au 15 décembre 2023 avec une durée maximale de 36 mois. Et puis, vous serez choisi en fonction des 3 critères classiques d'Horizon Europe, excellence, impact et mise en œuvre, je reviendrai là-dessus, mais aussi un certain nombre de critères transversaux. En tout cas, il y a des dimensions transversales à prendre en compte, à savoir par exemple le plan d'égalité des genres, qui est aussi maintenant vraiment ancré dans Horizon Europe, qui doit être signé dans les organisations qui s'engagent. L'accès ouvert, l'accès ouvert tel que requis par la Commission dans le cadre d'Horizon Europe, et puis aussi le partage des connaissances
dans les projets auxquels vous participerez. Donc, faites bien attention aussi de prendre en compte ces critères transversaux dans vos propositions. Donc, l'appel, je l'ai dit, je vais pas je le répète, la répétition, l'art de la pédagogie, c'est la répétition. 2 étapes, une première pré-proposition qui doit être vraiment soumise sur le site du CETP avant le 23/11/2022, 14 h. Il y a une procédure en fait d'évaluation séparée par cool modules et les experts utiliseront les critères d'évaluation classique du programme 4 de recherche et d'innovation, l'excellence, l'impact, la mise en œuvre. Et puis, parallèlement à la vérification de l'éligibilité régionale, chaque proposition, pré-proposition, sera évaluée par au moins 3 experts évaluateurs indépendants, selon encore une fois les 3 critères que j'ai évoqués. Et puis finalement, la sélection, l'évaluation aboutira à une liste classée de propositions de projet par module d'appel. Donc ensuite, vous êtes informé à soumettre votre proposition complète d'ici le 20 mars et 14 h. Et évidemment, la proposition complète doit être cohérente avec la première. Vous ne pouvez pas proposer des choses complètement orthogonales par rapport à la pré-proposition que vous aurez soumise. Donc les critères d'éligibilité qui sont décrits dans la section 6 du texte de l'appel sont l'excellence. Donc, on va chercher à savoir en quoi ce que vous proposez est innovant en termes de R&D, en termes d'innovation, etc. En quoi ça crée une rupture ou au contraire, ça va permettre l'émergence sur le marché de telle ou telle techno, les impacts socio-économiques, scientifiques, etc. Et puis la qualité, l'efficacité de la mise en œuvre, comment vous vous organisez pour répondre aux objectifs de votre projet, etc. Donc ça, c'est assez classique et c'est vraiment concordant par rapport aux propositions, aux appels à propositions courants d'Horizon Europe. Donc, je vous l'ai dit, hein, c'est règles de participation européennes, mais aussi règles spécifiques selon les agences auxquelles il faut se soustraire pour pouvoir être éligible et en tout cas participer à ce CETP. Donc, je laisse la parole à Pascal pour expliquer les règles spécifiques de l'ANR. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque agence finance des partenaires de son pays qui lui demandent des financements. Donc l'ANR va financer des partenaires français qui vont être impliqués dans les projets sélectionnés, qui vont lui demander une aide, et que cette aide va être construite selon le règlement financier propre à l'ANR. Donc ce sont les taux d'aide classiques de l'ANR qui s'appliquent et non pas les taux d'aide européens d'Horizon Europe. Le positionnement de l'ANR, c'est de soutenir des recherches plutôt à bas TRL, en dessous de 5. Et donc, c'est ce qu'on a indiqué ici, c'est que l'on souhaite que les partenaires français qui vont demander une aide à l'ANR réalisent la majeure partie de leur activité dans le cadre du projet à des niveaux de TRL qui vont être compris entre 3 et 5. Alors, pas en dessous de 3, parce qu'en réalité, CETP n'est pas positionné sur des TRL inférieurs à 3. Donc, ça commence à 3. C'est pour ça qu'on retrouve ce nombre-là. Mais principalement, donc, on attend à ce que les partenaires qui demandent une aide à l'ANR réalisent des activités à des TRL situés entre 3 et 5. Alors, on a aussi énoncé des conditions spécifiques d'éligibilité sur le périmètre scientifique, puisque vous avez vu qu'on s'est positionné uniquement sur un certain nombre de modules de l'appel. Donc, je ne vais pas relire ici, mais dont vous avez la liste indiquée ici. Les niveaux de TRL, j'en ai déjà parlé. Et au niveau des entités éligibles, ce sont en fait tout type de partenaires, dès lors qu'il y a au moins un organisme de recherche publique français qui est impliqué dans le consortium. Donc ça, c'est une règle qui est importante pour nous, c'est que l'on souhaite qu'il y ait côté ANR, dans le consortium, pour nous demander un financement, au moins un partenaire de type recherche publique. Donc ça peut être une entreprise française et un partenaire de type recherche publique, de type UMR, CNRS Université. Ça peut être simplement un ou plusieurs partenaires de type CNRS Université, etc. Mais ce qui est important, c'est d'avoir au moins un partenaire de ce type-là pour que tous les partenaires demandant un financement à l'ANR soient éligibles à un financement.
Il n'y aura pas non plus de financement de projets ou d'activités de recherche similaires. Et j'ai mentionné sur le périmètre scientifique, je l'ai déjà dit, tout ce qui va concerner la production d'hydrogène exclut la production d'hydrogène à partir de ressources fossiles carbonées. On peut passer. Alors, l'ANR va consacrer un budget total de 3 millions d'euros hors cofinancement européen, avec pour objectif de pouvoir financer via ce budget-là entre 8 et 10 projets. Donc, on s'est positionné sur 6 modules de l'appel. Donc vous pouvez faire votre calcul. Ça fait entre 1 et 2 projets par module en moyenne. Et la recommandation que l'on donne en termes de demande d'aide, c'est qu'on s'attend à des aides typiques par projet qui vont être situées entre 200 et 350 000 euros par projet en fonction de l'ambition du projet, du nombre de partenaires demandant une aide à l'ANR et si le coordinateur du projet est financé ou non par l'ANR. L'aide maximale peut aller jusqu'à 500 000 euros, mais j'insiste bien sur ça doit être des cas exceptionnels et qui sont parfaitement justifiés. Et on vous invite à prendre contact avec l'ANR de toute façon dès lors que vous avez des questions ou en cas de doute sur ces règles-là. Merci Pascal. Donc, je propose qu'on passe aux règles spécifiques de l'ADEME avec Anne. Merci. Donc, dans la continuité, donc, pour rappel, Annabelle l'a déjà mentionné, mais donc l'ADEME, notre budget alloué à au CETP cette année est de 1,5 million d'euros sur 2023, avec un montant d'aide maximum par projet de 300 kg euros. Donc, c'est bien le montant d'aide maximum, hein, pour y revenir. Le périmètre scientifique, pour rappel, on l'a déjà évoqué, mais que vous les ayez bien en tête, hein, que l'on va couvrir. Donc, sur ce qui s'appelle le TRI1, donc qui a trait au système énergétique, on est sur les 2 modules, on attend des projets sur les 2 modules. Sur le TRI3, donc en partenariat avec l'ANR, on est également positionné. Et enfin, comme j'ai pu l'évoquer, sur le TRI6, donc sur les systèmes énergétiques industriels, comme je l'évoquais, on cible et on recherche essentiellement des projets sur le CCUS. Donc, on financera donc, et comme déjà évoqué par Pascal très clairement, hein, les partenaires français qui sont impliqués dans les projets qui vont être sélectionnés, et on recherche, de par le positionnement de l'ADEME, plutôt des partenaires français qui auront des activités de recherche appliquée industrielle ou de développement expérimental. Sur les aspects financiers, donc, idem que pour l'ANR, on applique le règlement financier de l'ADEME. Et donc, vous retrouvez ces règles générales de financement sur le site de l'agence. Et enfin, en termes de type de structures qui peuvent être financées par l'agence dans le cadre de cet appel à projet, c'est les organismes publics de recherche tels que les universités, les EPST, les EPIC, également les entreprises, les collectivités, voire des associations ou ONG si ça se révélait pertinent dans le consortium du projet. Je pense que ça, il ne faut pas perdre de vue à nouveau, c'est vraiment la pertinence des acteurs par rapport à ce qu'on va vouloir développer. Donc, sur des démonstrateurs, on peut ça peut être pertinent d'avoir des associations, des ONG ou des collectivités. Merci Anne. Dernier point avec les règles spécifiques à la région Pays de la Loire avec Éric Mathieu. Merci, oui. Alors, je ne reprendrai pas les attendus communs à tous les TRI et à tous les call modules présentés précédemment par Annabelle, parce qu'on doit aussi y satisfaire en Pays de la Loire. Je rappelle qu'on est exclusivement sur le TRI2 et plus spécifiquement sur le call module 2.1 que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, nos attentes vis-à-vis du soutien que peut accorder la région à ces projets, c'est déjà un TRL qui doit être à 6 ou supérieur à 6 à l'issue de la réalisation du projet. Il y a un budget estimatif attendu par projet d'environ 4 millions d'euros, sachant que la région des Pays de la Loire a provisionné 1 million d'euros sur ce call 2022-2023. Les acteurs qui sont éligibles, ce sont des entreprises en premier lieu avec 1 an d'existence légale et un chiffre d'affaires significatif. On peut avoir des PME, des grandes entreprises et bien sûr l'IGRIenne de notre territoire. D'autres organisations peuvent être associées au projet,
des équipes de recherche académique si et seulement si une entreprise ligérienne éligible se positionne dans le même consortium. Slide suivante. Alors, le régime d'aide que nous affectons à ce soutien, c'est celui du RDI, Recherche, Développement, Innovation, assez classique, hein, qui varie selon la taille de l'entreprise, de grande entreprise à petite entreprise. Et selon qu'on est sur de la recherche industrielle appliquée, c'est-à-dire de la mise au point de nouveaux produits ou procédés ou amélioration de ces derniers dans un environnement plutôt, je dirais, de recherche laboratoire, ou bien sur la partie droite, ce qui nous incombe le plus, ce qui nous intéresse le plus, c'est la création de démonstrateurs, de projets pilotes en conditions réelles. Comme vous le voyez sur ce tableau, on a aussi le soutien possible aux équipes académiques, à condition qu'elles soient associées à une entreprise ligérienne, à un niveau de 75% des coûts totaux éligibles ou 100% des coûts marginaux. Tout ceci étant à moduler dans la petite note qui est en bas, en fonction à la fois du statut du demandeur, de la taille de l'entreprise, vous le voyez, mais aussi de la nature de soutien qui peut évoluer en fonction du work package ou de la partie du projet concerné. On a aussi une possibilité de pratiquer du financement à partir de prêts. Et enfin, notre décision finale se fera à partir de la phase de présélection qui, comme vous a été présenté, se fera sur la fin de l'année 2023. Juste un dernier mot pour dire que pour les Ligériens qui seraient présents parmi nous aujourd'hui à ce webinaire, nous organisons en présentiel à l'hôtel de région demain après-midi une présentation du TRI2, de nos règles de soutien et d'un atelier d'émergence de projets. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, n'hésitez pas dans le chat à me le signaler. Je pourrais vous envoyer le lien d'inscription. Merci, Merci. Eric. Je propose que vous mettiez le lien d'inscription tout de suite. Parfait. On a une série de questions qui nous est parvenue par le chat pendant que vous parliez. Donc, de Margot Frichia, je prends dans l'ordre, hein. Le montant d'aide est-il uniquement constitué de subventions ou également d'aides remboursables? On dirait que ça dépend des agences. Ouais, je pense Anne. que ça vise l'ADEME. Oui. Donc, côté ADEME, non, il n'y a pas d'aide remboursable sur cet appel à projet, donc on est bien uniquement sur de la subvention. Il y a ANR, pareil. Et région Pays de la Loire aussi. Eric, c'est que de la sub chez vous ou il y a de l'avance remboursable? C'est sub ou prêt? Sub ou prêt, oui, pardon. Ok, Voilà. voilà. Merci. Excusez-moi. Une question de Mélinda Muraille. Donc, quand une entreprise soumet un projet, elle remplit les mêmes documents que ceux demandés traditionnellement par l'ADEME ou il y a des documents européens harmonisés? Il y a un document harmonisé CETP. Enfin, Annabelle, tu m'arrêtes, mais je pense que Sur c'est la comme plateforme. sur la plateforme. Donc, CETP. voilà, Mais c'est un document, pardon, qui renvoie aux règles, à l'annexe en fait, Voilà. qui explique toutes les règles d'éligibilité de financement des agences nationales. Vous verrez, il y a toutes les agences qui se sont positionnées, dont l'ANR, l'ADEME et la région Pays de la Loire. Donc, il n'y a pas un document spécial, mais c'est à prendre en compte par vous, il y a un renvoi en fait. Oui, juste peut-être pour préciser, alors c'est ce côté ANR, mais le principe, c'est que au niveau de la pré-proposition, ça va être un document commun qui va être le descriptif scientifique avec un budget que vous allez calculer, donc, mais qui ne sera pas forcément un budget très détaillé. Par contre, pour ceux qui seront admis en deuxième étape, là, vous fournirez un document beaucoup plus détaillé, bien sûr, sur le plan scientifique, mais côté ANR, on vous demandera également de remplir des données de calcul budgétaire sur notre plateforme de soumission, parce que c'est là où vous pourrez calculer au plus juste en fonction des règles du règlement financier de l'ANR, en fait, à quoi vous avez droit en termes d'aide par rapport aux différents postes de dépenses. Donc ça, c'est le cas de l'ANR. Hein, donc, pour ceux qui seront les heureux élus du deuxième tour, Donc, donc, voilà, ils auront à remplir aussi un formulaire en ligne côté ANR pour calculer au plus juste l'aide à laquelle ils ont droit. Je ne sais pas comment ça se passe côté ADEME. Donc justement, j'allais le préciser. Donc effectivement, la discussion sur les aspects budgétaires de manière plus approfondie, avec nous, elle n'aura lieu que si le projet est retenu. Pour autant, si vous le souhaitez, on peut vous mettre à disposition en étape 2 l'annexe financière de l'ADEME, hein, qui permet des calculs fins, si besoin, et pour votre information, pour préciser les choses. Mais on ne vous la demandera pas complétée au dépôt de projet. Merci beaucoup pour ces clarifications. François Liénard,
Une question pour la région Pays de la Loire. S'il s'agit d'une entreprise d'ampleur nationale qui a une antenne en Pays de la Loire, est-elle également éligible? Une antenne, je dirais plutôt un établissement inscrit en Pays de la Loire au registre des Au commerces et des registre. sociétés. Ouais. Merci beaucoup. Elvire Chollet, les subventions ANR, ADEME, Pays de la Loire sont donc cumulables sur un TRI qui regroupe ces 3 entités. Alors, il faut réfléchir déjà en termes de co-modules. Mais co-modules, on a maximum 2 agences qui se sont positionnées, hein, donc pas 3. Mais la réponse, je pense, reste la même, hein, que ce soit 2 ou 3. Et donc, qui veut donner la nouvelle ou qui veut répondre? Bon, Ouais. vas-y, Anne. Vas-y, c'est Bon, bon. on n'en a pas trop on est- discuté entre nous, mais c'est vrai Non, que mais- on est assez réticent sur le fait de financer un même partenaire par 2 agences, en fait. Donc, Ah oui, c'est pas ça, possible. c'est un schéma qui est vraiment à éviter. Bon, à la rigueur, pouvoir financer des partenaires différents au Voilà. sein d'un même projet, ça devrait être possible. Mais il faut vraiment éviter de demander une aide à l'ANR pour un partenaire donné, une aide à l'ANR et une aide à l'ADEME dans le cadre d'un même projet. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Alors, William, je pense qu'on a répondu à votre question. En fait, hein, pour la première étape, tout se passe sur le site du CETP. Ensuite, par contre, à la deuxième étape, petite finesse, il faudra peut-être aller remplir un tableau ANR, voire ADEME, mais ça, c'est encore en discussion, pour affiner vos calculs et votre budget. Mais voilà, ça, les choses se préciseront au fur et à mesure. Je vois que Charlotte avait répondu aussi dans le chat. Eric, donc, vous a donné le lien vers l'événement qui est demain après-midi. Une question d'Enrico Mazzon. Pour ANR et ADEME, quelles sont les catégories de coûts éligibles? Alors là, je vais me répéter, c'est le règlement financier classique de l'ANR qui s'applique, hein. Donc, les partenaires qui sont financés en coûts marginaux, en gros, les universités, CNRS, etc., enfin, organismes de recherche publique qui sont financés en coûts marginaux, c'est donc les postes de dépenses classiques de personnel recruté en CDD, les postes concernant les équipements, tout ça. Donc, c'est du financement à 100% de ces coûts marginaux. Voilà. Pour les partenaires qui sont financés à coût complet, donc notamment les entreprises, les associations, mais également certains organismes de recherche comme le CEA par exemple, enfin, les EPIC au sens large, dès lors qu'ils sont en présence dans le consortium d'une entreprise, eux, ils sont financés en coût complet, 50% de leur coût complet, et dans ce cas-là, c'est l'ensemble des coûts éligibles, donc personnels, qu'ils soient permanents ou non permanents, mais aussi équipements, consommables, missions, etc., qui sont pris en charge. Et l'ADEME, pareil. Oui, alors c'est Règlement. beaucoup la même chose. Enfin, c'est les taux d'aide qui sont différents, mais c'est à Mm. nouveau ça, vous retrouvez sur les conditions de financement sur le site de l'agence. Merci, Mais c'est merci frais de beaucoup. personnel, coût de matériel, bâtiment, coût de la recherche contractuelle s'il y en a, et puis tous les frais généraux additionnels qui peuvent être pris en compte à des taux à discuter qui sont disponibles sur le site de l'agence en fonction du statut de la structure. Merci Yann. Je vois pas d'autres questions, je vois pas de main levée. Bon, n'hésitez pas, je glisse gentiment vers notre dernière slide simplement pour vous indiquer un certain nombre de contacts utiles, au premier rang desquels le lien vers l'adresse générique du PCN Climat Énergie, hein, qui suit aussi donc le partenariat cofinancé CETP, au même titre que les autres partenariats qui vous ont été présentés tout début par Benjamin Viniger. Pour vos questions spécifiques, hein, tout à l'heure Pascal l'a mentionné, vraiment sur les questions spécifiques sur les conditions de participation et de financement relatives notamment aux agences et à la région, vous avez pour chacun les contacts spécifiques, vraiment n'hésitez pas. Et si vous souhaitez rester informé, un certain nombre de sites et de liens, et j'insiste sur les 2 derniers, donc la page de l'appel CETP sur le site Horizon Europe, sur lequel va être diffusée cette présentation qui vous a été faite ce jour, ainsi que le lien pour revoir ce webinaire, et la page du CETP, hein, le site européen, avec notamment donc évidemment le texte de l'appel, la plateforme pour déposer, etc., mais un site, une plateforme aussi de matchmaking sur lequel vous pouvez déposer, enfin en tout cas faire montre de votre intérêt pour tel ou tel co-module, indiquer vos compétences, etc. et trouver des partenaires, hein. On sait que c'est l'une des difficultés au niveau européen et là vous l'avez vu, hein, il faut 3 partenaires d'entités différentes au niveau européen. C'est pas simple, mais du coup
la coordination a mis en place cette plateforme de matchmaking. Donc, n'hésitez pas à déposer et en tout cas à candidater pour montrer votre intérêt pour l'un des call modules ou plusieurs call modules. Profitez-en, nous avons de l'avance. Juste Oui, Anne. pour information, donc j'ai remis dans la conversation le lien vers les aides à la recherche et au développement de l'ADEME. Vous avez un lien direct vers un PDF où tout est repris. Et l'autre petit point, c'est de vous dire qu'effectivement, donc les questions sont posées à Samira Kerouf, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais c'est bien elle qu'il faut contacter pour toute question. Et Anne, il y a une question concernant l'ADEME finance déjà un AP démotase sur les systèmes énergétiques intelligents. Est-il possible et y a-t-il intérêt à répondre à cet appel ainsi qu'au TRI 1 présenté aujourd'hui? Mais après, je pense que la réponse, elle est surtout de savoir si vous avez des projets qui auraient une composante, un intérêt à se faire avec d'autres laboratoires européens. Je pense que c'est vraiment, vraiment ça l'intérêt de cet appel à projets-là par rapport à l'AAP actuelle qui, lui, est centré sur la France. Et c'est un des points d'attention, on ne va pas détailler là-dessus, mais que nous, on a, qui effectivement, que l'on pense que cette approche des systèmes énergétiques notamment sur la modélisation et la démonstration, a vraiment véritablement du sens en se faisant en collaboration avec des partenaires d'autres pays européens. Alors, je répète, la présentation sera en ligne sur le site Horizon Europe. Et où se trouve la plateforme de matchmaking? En fait, quand vous êtes sur le site du CETP Partnership, vous allez dans l'onglet à gauche Join Call 2022 et vous allez voir apparaître en bas de la page Submit your proposal, Documents ou Matchmaking Platform. Donc, vraiment, allez sur la gauche et fléchez le Join Call 2022 et vous y serez directement. Je peux vous mettre le lien de la page ici, mais c'est assez simple. Voilà, je vous mets le lien de la page et à partir de cette page, vous trouverez la plateforme de matchmaking, ainsi que le texte de l'appel, ainsi que la plateforme pour répondre. Je crois que je ne vois pas d'autres questions. J'ai indiqué le lien du B2Match, en fait. Voilà. Ah, merci Pascal, merci. Donc, juste pour compléter sur les contacts, en fait, pour mentionner que l'ANR va mettre en ligne très prochainement, dans les prochains jours, une page web destinée à présenter cet appel, mais surtout avec une annexe destinée aux participants français dans laquelle on précise un certain nombre de règles de manière un peu plus détaillée que ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Donc, je vous invite aussi à consulter cette page spécifique à l'ANR avec pour les conditions de participation, les modalités de participation des partenaires français qui demanderaient une aide à l'ANR. J'ai vu une main levée, je crois que c'est Jérôme de France. Jérôme. Bonjour. Ouais, bonjour. Merci Annabelle. Jérôme de France CSTB. Donc c'est juste pour repréciser ce que dit par rapport au taux de financement pour l'ANR, parce que nous c'est le 7 points qui va nous intéresser. Pascal Bain, vous dites 50%. Pour être bien clair, c'est 50% pour l'ANR des coûts directs, j'imagine, des salaires chargés par exemple. Alors ça dépend de votre statut. On est EPIC. Ouais, on est EPIC. Vous êtes un institut, un organisme de recherche de type EPIC, c'est ça? Exactement, ouais. Et vous avez dit que c'était 50%. Alors, nous, coût complet, ça ne veut pas dire grand-chose, mais je comprends que c'est 50%, par exemple, si on parle des salaires chargés, donc des coûts directs, type salaire chargé. Plus, oui, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, en réalité, quand je dis 50%. En fait, parce qu'il y a des frais d'environnement qui se calculent par poste de dépense. Par exemple, je crois que les frais d'environnement sur les salaires, c'est 68%. Je le dis de mémoire comme ça. Okay. Donc, voilà, il faut regarder précisément. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous invitera en fait à vous déclarer vos coûts sur la plateforme de l'ANR parce que ça peut être un peu complexe à calculer. Mais voilà, il y a des règles de financement. Donc, vous allez déclarer les salaires réels des personnes impliquées et vous pourrez rajouter. Et des coûts indirects jusqu'à 68%. Voilà, jusqu'à 68% en plus. Voilà. Donc, ouais, ok, ça répond à la question. Merci. J'ai vu passer deux autres questions. Comment la stratégie du call CETP TRI3 Renewable Fuels se positionne-t-elle par rapport à celle du Clean Hydrogen Partnership?
Donc, comment ça s'articule? Est-ce que vous en avez discuté, Pascal, ou pas? Oui. Bon, on en a discuté effectivement lorsque j'ai participé au groupe de travail sur le TRI 3. Donc, bon, après, on n'a pas forcément tout clarifié, tout simplement parce qu'il était aussi, ça s'est fait un petit peu dans l'urgence et on n'a pas pu se concerter totalement avec les porteurs du partenariat sur l'hydrogène. Donc, mais on est bien conscient qu'effectivement, il y a certainement des redondances. Bon, il y a des aspects qui ne sont pas traités dans Clean Energy Partnership, notamment, alors, pas forcément des aspects que soutient l'ANR, justement, mais que soutiennent d'autres pays. Notamment, vous avez vu que c'est un TRI qui est coordonné par la Norvège, qui pousse beaucoup pour produire de l'hydrogène à partir de ressources fossiles, et notamment de gaz naturel, donc avec captage du CO2. Alors, ça ne fait pas partie de la stratégie française, mais c'est quand même la stratégie de certains pays, comme la Norvège. Et c'est pour ça que l'hydrogène, donc sous toutes ses formes, a été retenu dans le cadre de ce TRI, dans le cadre d'un des modules de ce TRI, pour justement pouvoir soutenir ce type de recherche pour les pays qui veulent le favoriser, alors que ce n'est pas du tout traité dans le partnership Clean Hydrogen. Merci, Pascal. Peut-être une dernière question sur l'aide qui est accordée dans le cadre de l'appel de ce partenariat. Est-ce qu'elle est considérée comme une aide nationale ou une aide européenne? C'est une aide nationale. Pour moi, c'est une aide nationale. Oui, c'est une aide nationale. Voilà, Thomas, je pense qu'on a répondu à votre question. Merci. Si pas d'autres points, je propose qu'on clôture notre webinaire maintenant. Ah non, Nabila Chomex. Nabila. Rapidement, désolé. C'est un financement national dans une collaboration internationale. Oui, exactement. Donc, c'est important pour nous. De Oui, notre mais c'est côté à exactement nous. ça. Oui, c'est ça. Oui, C'est un, Oui, c'est un exactement ça. financement national dans une coopération Tout à internationale. fait. Ok, merci bien. Ça veut dire que juste pour, peut-être qu'on n'a pas été assez clair là-dessus, ça veut dire que les partenaires que vous auriez d'autres pays vont, eux, devront être financés, eux, par des agences de financement de leur pays. Oui, tout à fait. Mais est-ce que dans les évaluations de ces projets, les deux agences, imaginons, c'est la France et la Norvège, les 2 agences de financement vont évaluer les sujets indépendamment ou le projet indépendamment? Ou est-ce que les 2 agences vont co-évaluer le projet? Ni l'un ni l'autre. Pascal, tu es l'expert du sujet, je te laisse la parole. Oui, en fait, on fait confiance à ce que s'appelle le secrétariat de l'appel, qui est une instance supranationale qui réunit des agences volontaires, donc qui va mettre en œuvre en fait l'évaluation de manière transnationale. Nous, ce qu'on va simplement vérifier en tant qu'agence, c'est si, lorsque vous déposez un projet et que vous demandez une aide à une des agences, vous répondez bien aux critères d'éligibilité de ces agences. Donc est-ce que vous êtes bien positionné sur les sujets pour lesquels on a montré un intérêt? Est-ce que vous êtes bien positionné sur les bons niveaux de TRL, etc. Donc c'est ça qu'on va vérifier. Par contre, pour ce qui est de l'évaluation, notamment par rapport aux 3 critères d'évaluation, 3 critères standards, elle va être réalisée uniquement au niveau transnational. Donc par un jury international ad hoc qui va être mis en place, qui fera à la fois l'évaluation en première étape, mais aussi en deuxième étape. Donc, et on fera confiance aux résultats de ce jury international. Est-ce que c'est plus clair pour vous, Nabila? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. C'est que Très bien. j'ai oublié que la caméra était éteinte, je faisais oui de la tête, mais D'accord, je ne voyais pas. j'ai pas rallumé le micro, désolée. Alors, les diapos seront disponibles à l'issue de la réunion, d'ici à la fin de la semaine sur le site Horizon Europe. Petit étonnement de Christophe Kervevant sur le fait que la France mette assez peu finalement sur cet appel. 5,5 millions si on additionne tout, comparé notamment au budget de nos voisins allemands ou italiens. Bon, si vous voulez répondre ou ajouter une remarque à cette remarque. Bon, je peux vous parler côté ANR. Alors, c'est vrai que nous, côté ANR,
on met 3 millions, et c'est pour ça aussi qu'on s'est contraint à ne pas se positionner sur tous les types de recherche et tous les TRI. Donc on a dû faire des choix. Bon, ça fait aussi partie des contraintes que l'on a en termes budgétaires, donc côté ANR. D'un autre côté, on est sur des niveaux de TRL où les besoins de financement des autres agences qui sont aussi positionnées sur ces niveaux de TRL sont assez comparables, je trouve. On n'est pas sur des très grosses opérations de démonstration, des choses comme ça. Idem pour l'ADEME, mais je crois que ça a été évoqué, il ne faut pas perdre de vue toutes les stratégies d'accélération et les appels à projets autour des stratégies d'accélération. Donc voilà, on ne voulait pas non plus doublonner et plutôt aller chercher les thématiques sur lesquelles on sait qu'il y a un vrai potentiel de collaboration européenne. Alors, retrouvera-t-on les mêmes thématiques dans les années suivantes? Est-ce qu'on a déjà une idée sur le coup d'après? Est-ce qu'on sera autour des mêmes call modules ou est-ce qu'au contraire, ça va être ça va varier? Ce ne sera pas forcément une reconduction à l'identique. Donc, c'est en cours de discussion, mais pour l'instant, ce n'est pas tranché. Il y a déjà des inflexions qui sont prises pour les futurs appels. Donc, les TRI restent. Les TRI, c'est stable. Les modules à l'intérieur d'un TRI peuvent évoluer et notamment les objectifs des modules peuvent évoluer. Et chaque année, les agences reverront leur positionnement sur tel ou tel module en fonction des évolutions. Oui. Est-ce que nous avons fait le tour de la question? Ou est-ce que ces derniers propos suscitent de nouveau des interrogations de votre part? J'ai l'impression plutôt non. Donc cette fois, je propose qu'on s'arrête vraiment maintenant. Je vous remercie vraiment à toutes et à tous de vos contributions, Anne, Pascal, Eric et tous ceux que je ne cite pas, voilà, mais qui ont vraiment avec nous, ministère, participé, contribué et qui suivons depuis 2 ans, parce que discuter avec 55 partenaires, c'est pas évident, et ça se fait depuis plus de 2 ans maintenant. Suivi ce partenariat. Donc, merci à vous tous et merci à vous toutes et tous participants pour vos questions, votre interactivité. C'était très enrichissant. Et encore une fois, les slides vont être mis en ligne sur le site Horizon Europe, sur la page dédiée à cet appel, voilà, d'ici la fin de la semaine, avec le lien pour revoir le webinaire. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Au revoir à tout le monde. Merci, au revoir. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci.